L'ex-petite amie de ma meilleure amie a pris mon téléphone à 2 heures du matin, disant que j'obsédais sur le fait de la retrouver, tout en cachant le bracelet de mon ami décédé dans sa voiture. Quand je lui ai demandé des explications, il a souri et dit « C'est pour ton bien ». C'était il y a 18 mois. Hier, il a supplié mes parents d'intervenir, de me faire arrêter. Ma meilleure amie est la raison pour laquelle je crois que les âmes sœurs ne sont pas toujours romantiques. La première fois qu'on s'est rencontrés au camp d'été, on s'est fait des bracelets d'amitié qu'on a juré de ne jamais enlever. Alors 5 ans plus tard, quand les secours ont retrouvé son bracelet emmêlé près du lac, j'ai su que ma moitié était partie. Peu importe combien de fois on me répétait, ce n'est pas ta faute. J'avais envie de mourir chaque jour. Mathieu a commencé à apparaître 2 semaines après la cérémonie commémorative. Il était sorti avec Sophia en seconde pendant genre 3 mois. De l'histoire ancienne. Mais soudain, il était à ma porte avec un café Starbucks. La tôle est d'avoine, 2 doses de vanille, exactement comme je l'aime. Je me suis dit que ça te ferait du bien, a-t-il dit. Je voulais lui dire d'aller se faire voir, mais ma mère l'a pratiquement tiré à l'intérieur. Mon père n'arrêtait pas de lui taper dans le dos en disant combien c'était mature de venir prendre soin de moi alors qu'il pleurait aussi. Ils étaient terrifiés à l'idée de me perdre à cause de la dépression, et voilà que Mathieu leur lançait une bouée de sauvetage. 2 semaines plus tard, il avait sa propre clé. Mes parents étaient obsédés par le fait qu'il ramenait le dîner et s'assurait que je mangeais. Quel bon garçon, répétait ma mère. Il traverse la même perte, et pourtant il prend soin de notre fille. J'étais trop vide à l'intérieur pour me soucier du fait qu'il s'était installé chez moi. Chaque nuit, je textais le numéro de Sophia à propos de trucs idiots, même si je savais qu'elle ne répondrait jamais. Parfois, j'entendais Mathieu faire rire mes parents en bas et j'avais envie de hurler. Comment pouvait-on rire alors que Sophia n'était plus là? L'école était devenue son domaine. Il m'y conduisait chaque matin et avait réorganisé son emploi du temps pour qu'il colle au mien. Quand j'avais décoré le côté du casier de Sophia avec des photos de notre équipe de natation et du bal, il m'avait assise dans le couloir. « Ce n'est pas sain », avait-il dit en retirant ses photos. « Elle ne voudrait pas que tu te tortures comme ça. » Le pire, c'était la manière dont il soupirait quand je pleurais. Tu insultes sa mémoire en t'apitoyant. Alors j'ai appris à pleurer sous la douche. Je portais son sweat à capuche sous ma veste, et j'écoutais notre playlist commune avec des écouteurs qu'il ne connaissait pas. Tout a changé la semaine avant mes 18 ans. Ma mère a mentionné le fonds fiduciaire de ma grand-mère pendant le dîner, disant qu'il m'aiderait pour la fac. J'écoutais à peine, mais j'ai vu les yeux de Mathieu s'illuminer avant qu'il ne se reprenne. C'est là que j'ai commencé à remarquer des choses. La manière subtile dont il posait des questions sur le montant. Comment il parlait de notre avenir comme s'il était déjà tout tracé. Quand je lui ai dit que je voulais utiliser l'argent pour engager des enquêteurs privés afin de retrouver Sophia, son visage a changé. Cet argent est pour mon avenir. Pour notre avenir, la fac ensemble. Un appartement. Sophia est partie et gaspiller ton héritage ne la ramènera pas. Il s'éloignait déjà, persuadé que je céderais. Mais il avait tort. Parce que, morte ou vivante, Sophia était ma personne. Moins de 24 heures après notre dispute, il avait dit à mes parents que j'étais délirante. Il avait appelé tous nos amis pour dire que je sombrais. Ils ont organisé une intervention avec une thérapeute spécialisée en deuil compliqué. Même les parents de Sophia sont venus pour me dire que je devais laisser leur fille reposer en paix. J'ai tenté d'accéder à mon fonds plus tôt malgré tout, mais Mathieu avait déjà convaincu mes parents d'exiger leur signature tant que je n'étais pas mentalement stable. Quand j'ai crié qu'il n'avait jamais vraiment aimé Sophia, il a frappé son volant si fort qu'il l'a fissuré. 2 nuits plus tard, il a pris mon foutu téléphone, disant que je l'utilisais pour obséder sur la disparition de Sophia. J'ai attendu que tout le monde dorme, et je me suis faufilé jusqu'à sa voiture pour le récupérer. Et c'est là que ma main a touché quelque chose de familier. Je l'ai reconnu tout de suite. C'était le bracelet d'amitié de Sophia. Celui avec les perles roses, violettes et bleues. Celui qu'elle portait à la cheville. Celui qu'on n'avait soi-disant jamais retrouvé. Ma tête tournait. Cela voulait dire que le bracelet retrouvé au bord du lac avait été placé là. Mon corps a réagi avant mon cerveau. Je me suis mise à courir pieds nus à travers le quartier à 2 heures du matin. Sa mère m'a trouvé effondré sur leur perron, tenant le bracelet et hurlant que Mathieu avait tué Sophia. Je n'arrêtais pas de dire qu'il avait fabriqué de fausses preuves, mais je pleurais trop pour être cohérente. Mathieu est arrivé avec mes parents et 2 policiers. Il a joué le rôle du petit ami inquiet à la perfection, expliquant que mon état empirait depuis des jours. J'avais l'air d'une petite amie dépressive et dérangée. Alors qu'il me guidait vers la voiture de police pour une évaluation psychiatrique, Connor, le petit frère de Sophia, a surgi de la maison. Pendant que Mathieu discutait avec les policiers, Connor a discrètement glissé quelque chose dans ma poche. Sophia a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais te donner ça, à toi. Pas à lui. C'était une clé USB, petite, noire, avec un morceau de scotch portant l'inscription sauvegarde écrite de la main de Sophia. La voiture de police sentait le café froid et le désinfectant. Mathieu était assis à l'avant, jetant de temps en temps un regard vers moi à travers la grille en parlant aux policiers de ma dégradation mentale.
Je gardais la main dans ma poche, serrant la clé USB à travers le tissu. L'établissement psychiatrique ressemblait à un ancien immeuble de bureaux. Des néons bourdonnaient au plafond pendant qu'on me conduisait pour l'admission. Mathieu restait proche, la main sur mon coude, jouant encore le rôle du petit ami attentionné. Pendant l'évaluation, il a raconté à l'infirmière mes prétendus délires et comportements obsessionnels. Je l'ai vu sortir son téléphone pendant qu'elle me posait des questions sur des idées suicidaires. Il tapait rapidement, pensant que j'étais trop concentré pour remarquer. Mais j'ai vu l'aperçu du message. Elle l'a. On m'a assigné à une chambre avec des murs jaunes pâles et un lit étroit. L'infirmière m'a expliqué les horaires de visite et le programme quotidien, pendant que Mathieu hochait la tête, posant des questions sur mon traitement. Quand elle est partie chercher mes médicaments, il s'est penché vers moi. « C'est pour ton bien », a-t-il murmuré. « Quand tu iras mieux, on pourra avancer dans nos projets. » La première nuit a été interminable. Je suis resté éveillé à serrer la clé USB, que j'avais réussi à cacher dans la tête d'oreiller pendant la fouille de la chambre. À chaque passage d'un membre du personnel devant ma porte, je me tendais, persuadé qu'ils allaient deviner ce que je cachais. Le matin est arrivé avec sa thérapie de groupe et son petit déjeuner surveillé. Pendant les présentations, j'ai remarqué une fille de mon âge qui m'observait avec attention. Elle avait les épaules d'une nageuse et les cheveux abîmés par le chlore. À la fin de la session, elle m'a rattrapé dans le couloir. « T'es l'ami de Sophia ?» a-t-elle dit doucement, en regardant autour pour s'assurer qu'aucun personnel n'écoutait. Je la connaissais par la natation. On s'est affrontés en première. Ma gorge s'est serrée. J'ai hoché la tête. « Je n'ai jamais cru qu'elle s'était noyée », a-t-elle murmuré. Sophia était la meilleure nageuse que je connaissais. Fais attention à qui tu fais confiance ici. Certains membres du personnel racontent tout aux visiteurs. Les heures de visite sont arrivées trop vite. Mathieu est arrivé avec mes parents, un bouquet de fleurs à la main et son expression la plus inquiète collée au visage. Nous nous sommes assis dans la salle commune, sous la surveillance du personnel. Il parlait fort de son envie de me voir aller mieux, de combien il tenait à moi, de notre avenir ensemble. Mais lorsque l'infirmière s'est tournée pour répondre à la question d'un autre patient, il a glissé un morceau de papier de l'autre côté de la table. Je l'ai déplié avec précaution. « Donne-moi la clé ou ça va empirer. » Mes mains se sont mises à trembler. L'infirmière l'a immédiatement remarqué. « Je pense qu'elle a besoin d'un peu d'espace, » dit-elle en se levant. Les visites peuvent être éprouvantes au début du traitement. La mâchoire de Mathieu s'est crispée, mais il a gardé la façade. Bien sûr, tout ce qui est le mieux pour sa guérison. Après son départ, je me suis souvenu d'un truc que Connor avait dit des mois plus tôt pendant l'un de nos dîners de famille. Il parlait d'un projet scolaire, et Sophia l'avait aidé avec la partie informatique. Elle m'a montré comment sauvegarder dans le cloud, avait-il dit, au cas où mon ordi plante. L'accès à l'ordinateur était limité à 30 minutes par jour, sous surveillance. Je me suis installé à l'un des vieux ordinateurs, faisant semblant d'écrire dans le journal en ligne qu'il nous encourageait à tenir. Mes doigts tremblaient pendant que je naviguais jusqu'à un site de stockage en ligne. J'ai essayé plusieurs combinaisons de mots de passe, en pensant à nos blagues privées et souvenirs partagés. Puis je me suis souvenu de la cabane qu'on avait construite dans son jardin après notre 6e. On l'avait appelée Fort Éthéré parce qu'on trouvait que ça sonnait magique. Le mot de passe a fonctionné. Le compte s'est ouvert sur des dizaines de dossiers, tous datés de l'année précédente. Mon cœur battait à tout rompre alors que je cliquais sur un dossier intitulé Assurance. À l'intérieur, il y avait des vidéos, des photos et des documents. J'ai jeté un œil à la surveillante dans la salle. Elle aidait un autre patient avec son journal. J'ai cliqué sur une vidéo, volume coupé. Le visage de Sophia est apparu à l'écran. Elle était assise dans sa chambre, portant le bracelet à la cheville. L'horodatage montrait que la vidéo datait de 3 semaines avant le voyage de camping. Lors de mon prochain créneau téléphonique, j'ai vu un appel manqué de la mère de Connor. Mes mains tremblaient en composant leur numéro. « Allô ?» Sa voix semblait fatiguée. « C'est moi », dis-je doucement, consciente de la surveillante à côté. « Oh ma chérie, comment tu vas ?» Mathieu vient juste de passer. Il demandait à Connor s'il savait quelque chose sur une clé. Il avait l'air vraiment énervé. Qu'est-ce qu'il se passe? Mon esprit s'emballait. Je devais protéger Connor et la clé USB. Je peux lui parler? On a entendu du bruit de fond, puis la voix de Connor. Écoute-moi bien, dis-je en gardant un ton neutre pour que la surveillante ne soupçonne rien. Si Mathieu revient, dis-lui que tu ne sais pas de quoi il parle. Dis-lui que la clé est cachée à l'école, dans mon casier. Tu peux faire ça? Ouais, répondit Connor. Je peux faire ça. Les jours suivants sont passés dans un brouillard. Prise de médicaments, thérapie de groupe, séance individuelle avec un psychiatre qui revenait sans cesse sur mon obsession autour de la mort de Sophia. J'ai fait semblant, j'ai dit ce qu'il voulait entendre, en comptant les jours jusqu'à mon prochain accès à l'ordinateur. Quand il est enfin arrivé, j'ai branché la clé USB tout en faisant semblant d'écrire dans mon journal. La surveillante était à l'autre bout de la pièce, aidant quelqu'un à imprimer une lettre. J'ai ouvert le premier fichier, une vidéo intitulée Important. Sophia est apparue à l'écran à nouveau. Cette fois, elle avait l'air effrayée.
On voyait la fenêtre de sa chambre derrière elle, il faisait nuit dehors. Elle chuchotait. J'ai découvert ce que Matthew prépare, dit-elle en jetant un regard vers sa porte. Il a appris l'existence du fond. Il fait des recherches depuis des semaines. J'ai des captures d'écran de ses recherches, des copies de documents qu'il pensait avoir supprimés. Il ne sait pas que je connais le mot de passe de son ordinateur portable. J'ai vite fermé la vidéo alors que la surveillante commençait à revenir vers moi. Ma colocataire, une femme dans la trentaine qui n'avait pratiquement pas parlé depuis mon arrivée, m'observait. Quand l'agente est passée près de nous, elle a discrètement glissé un morceau de papier entre nos ordinateurs. Supprime l'historique. Il vérifie tout. J'ai hoché la tête et effacé l'historique de navigation avant que mon temps soit écoulé. Matthew est revenu pour la prochaine séance familiale avec mes parents. Ils avaient l'air épuisés. Le stress se lisait sur chaque ligne de leur visage. Nous étions dans une petite salle avec une thérapeute spécialisée dans les dynamiques familiales. Elle cache des preuves de ses délires, dit Matthew à la thérapeute. Je pense qu'il faudrait fouiller ses affaires, pour sa sécurité. Ma mère a tendu la main à travers la table et a serré la mienne. Le docteur dit que tu dois rester au minimum les 72 heures. S'il te plaît, coopère, ma chérie. On veut juste que tu ailles mieux. Je voulais hurler, leur montrer les vidéos, leur faire comprendre. Mais je savais ce que ça donnerait. Une fille en deuil, déjà internée, qui accuse son petit ami de la mort de sa meilleure amie. Il fallait être plus maligne. La fouille n'a rien donné. J'avais caché la clé USB dans une déchirure du matelas, un endroit que ma colocataire nageuse m'avait montré. La frustration de Matthew était visible, malgré ses efforts pour rester calme. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je pensais aux vidéos de Sophia, aux preuves qu'elle avait rassemblées. Elle avait compris que quelque chose clochait. Elle avait essayé de me protéger, et d'une manière ou d'une autre, Matthew l'avait découvert. 3 jours ont semblé durer 3 ans. Quand mes parents sont enfin venus me chercher, Matthew était avec eux. Il était assis à l'avant de la voiture de mon père, se retournant de temps en temps pour me jeter des regards faussement inquiets. On a mis en place quelques nouvelles règles, dit mon père pendant qu'on roulait. Matthew nous a expliqué que tu étais obsédé par ce bracelet. Celui retrouvé près du lac a été vérifié par la police. Il portait son ADN. Je fixais la fenêtre, la clé USB maintenant cachée dans ma chaussure. Chaque kilomètre qui m'éloignait de l'hôpital me donnait l'impression d'entrer plus profondément dans un piège. De retour à la maison, tout avait changé. Mon ordinateur avait disparu. Mon téléphone avait été remplacé par un modèle basique ne pouvant appeler que des numéros préprogrammés. Matthew avait convaincu mes parents que limiter mon accès à Internet aiderait ma guérison. Un message est arrivé depuis un numéro inconnu. Ta mère m'a donné ton journal intime pour mieux comprendre ton deuil. Les pages sur Matthew sont préoccupantes. Il faut parler des options de traitement. Mon journal. Celui que j'avais caché sous mon matelas. Celui où j'écrivais à quel point je me sentais mal à l'aise de voir à quelle vitesse Matthew s'était imposé dans nos vies. Mes pensées les plus intimes, utilisées contre moi. Le contrôle de Matthew s'étendait chaque jour. Il avait convaincu mes parents qu'ils devaient surveiller mes réseaux sociaux à la recherche de signes d'alerte. Il lui avait donné tous mes mots de passe sans hésiter. Quand la fac a appelé au sujet de mon inscription pour la rentrée, il a intercepté l'appel. J'ai découvert plus tard qu'il avait envoyé un email depuis mon compte pour repousser mon admission, évoquant des raisons de santé mentale. La thérapeute familiale a été le coup de grâce. La mère de Matthew l'avait recommandé, disant qu'elle était spécialisée dans le deuil. Mais en l'écoutant rejeter mes inquiétudes comme des schémas imaginaires, j'ai compris la vérité. Elle ne connaissait pas le lien de Matthew avec l'affaire. Pour elle, j'étais juste une ado endeuillée inventant des théories pour éviter d'accepter la perte. Matthew avait pris rendez-vous pour des séances supplémentaires, disant à mes parents que je résistais au traitement. Je reconnaissais la tactique d'isolement vue en cours de psycho, mais savoir ne rendait pas la lutte plus facile. J'ai commencé à tout documenter dans un carnet secret qu'Emma m'avait donné pendant notre rendez-vous café. Emma avait pris le risque de la colère de Matthew en acceptant de me voir au café local. Elle avait remarqué des incohérences dans sa version des faits concernant le voyage de camping. Matthew m'avait envoyé un message pour dire qu'il voulait qu'on s'y retrouve tous, qu'on devait se soutenir mutuellement. Je l'ai montré à Emma, et elle a immédiatement créé une diversion en publiant sur les réseaux sociaux qu'on était dans un endroit complètement différent. La révélation est survenue lorsque la mère de Sophia m'a contacté après qu'Emma lui a parlé de notre rencontre. Elle avait besoin de me parler sans que Matthew soit présent. Nous nous sommes retrouvés au parc où Sophia et moi nous entraînions pour les compétitions de natation. Ses mains tremblaient alors qu'elle sortait son téléphone et me montrait les images captées par la caméra de la sonnette, datant de la nuit précédant le départ en camping. L'horodatage indiquait 3h12. Matthew se tenait devant leur porte d'entrée, et à travers la fenêtre derrière lui, on distinguait brièvement le visage terrifié de Sophia avant que le rideau ne soit tiré. J'ai montré les images à ma mère en rentrant. Pour la première fois, sa confiance en Matthew a vacillé. Elle n'arrêtait pas de demander pourquoi Sophia n'avait rien dit si elle avait eu peur. J'avais envie de la secouer pour qu'elle comprenne comment Matthew fonctionnait, mais je suis resté calme et j'ai souligné les incohérences dans la chronologie.
Mon enquête m'a ramené sur les réseaux sociaux de Sofia. Emma avait pris des captures d'écran avant que les publications ne soient supprimées. L'une d'elles, datant de 3 jours avant le camping, disait simplement « Je ne me sens pas en sécurité ». Les commentaires avaient disparu, mais Emma se souvenait que Sofia était restée vague lorsqu'on lui avait demandé des précisions. L'avocat de la famille a refusé d'examiner nos preuves, affirmant que sans l'intérêt de la police, il ne s'agissait que de drames familiaux et de théories du complot. Ce rejet m'a blessé, mais il m'a poussé à creuser davantage. Connor est devenu mon allié inattendu. Nous nous sommes rapprochés à travers notre deuil commun, et il a fini par m'avouer que Sofia lui avait confié quelque chose à garder la veille de son départ en camping. Il appelait ça son assurance. Caché dans sa chambre, nous avons trouvé le second téléphone de Sofia. Les messages envoyés à une ligne d'assistance de crise m'ont retourné l'estomac. Elle écrivait au sujet de son ex qui avait découvert l'héritage d'une de ses amies. Le comportement de Matthew devenait plus clair quand Claire, une ancienne petite amie de Matthew, a contacté Emma après avoir vu sa publication. Elle avait gardé des preuves de ses tentatives d'isolement à son encontre. Nous nous sommes rencontrés au centre commercial où elle m'a calmement présenté des textos et emails datés. Les similitudes avec ma propre situation étaient indéniables. À l'approche de mon 18e anniversaire, prévu dans une semaine, Matthew a intensifié la pression. Il a dit à mes parents que j'avais besoin d'un traitement en centre spécialisé, décrivant ma collecte de preuves comme une obsession dangereuse. La course contre la montre pour accéder à mon fonds fiduciaire avait commencé. La mère de Sofia a fait une autre découverte bouleversante. Sur un vieil iPad, elle a trouvé un mémo vocal de sa fille. La voix tremblante de Sofia résonnait dans la pièce alors qu'elle disait que si quelque chose lui arrivait, ce serait à cause de Matthew, qui l'avait menacé cette nuit-là. Il connaissait l'existence du fonds fiduciaire. Lors d'un dîner familial, Connor a mentionné l'assurance de Sofia pendant que Matthew servait le dessert. Son masque a glissé un instant, sa main s'est figée en plein mouvement. Mes parents l'ont remarqué. Le vernis commençait à s'écailler. Matthew a tenté une nouvelle approche par l'intermédiaire de ma mère. Il a proposé un marché, je pouvais récupérer mon fonds fiduciaire si j'arrêtais de colporter des mensonges sur Sofia. Mon père a surpris la conversation depuis le couloir. Pour la première fois, il a remis en question les intentions de Matthew, lui demandant pourquoi il négociait mon héritage alors qu'il était censé m'aider. J'ai passé des heures à analyser la chronologie des recherches de Sofia. Elle avait découvert que Matthew consultait des lois sur les fonds fiduciaires des semaines avant sa mort. Les preuves de préméditation s'accumulaient. J'ai compris que Matthew ne contrôlait que mes parents et la thérapeute. La famille de Sofia et nos amis croyaient de plus en plus en nos preuves. Les images de la banque étaient l'arme du crime, on y voyait Matthew tenter d'obtenir des informations sur mon fonds fiduciaire par des techniques de manipulation. Il planifiait cela depuis des mois. Emma a tout risqué en m'apportant publiquement son soutien. Elle a choisi notre amitié plutôt que sa sécurité face aux représailles de Matthew. Nous passions nos nuits chez elle à organiser les preuves, notre lien se renforçant à travers notre objectif commun. Quand Matthew m'a fait pression pour que je falsifie des preuves afin d'étouffer l'affaire, j'ai refusé. La vérité suffisait. Son désespoir devenait évident. Lors d'une séance de thérapie, la thérapeute a demandé à Matthew de clarifier sa chronologie du voyage en camping. Il s'est contredit par rapport à sa version précédente, et même la thérapeute a remarqué l'incohérence. Le doute professionnel qu'elle a exprimé m'a donné de l'espoir. La mère de Sofia a accédé à l'email de secours de sa fille et y a trouvé des brouillons décrivant l'escalade du comportement de Matthew. Il était devenu obsédé par mon argent, et Sofia documentait tout. Les preuves dressaient le portrait d'un prédateur qui avait sous-estimé l'intelligence de ses victimes. Les parents de Matthew ont appelé les miens après que Claire leur a parlé des agissements de leur fils. Leurs inquiétudes ont renforcé notre dossier. La communauté a commencé à comparer ses interactions avec lui via un groupe de discussion créé par Emma. Les contradictions de Matthew se multipliaient à mesure que les témoignages affluaient. La famille de Sofia a engagé un détective privé pendant que nos amis lançaient un financement participatif pour obtenir un conseil juridique. Le réseau de soutien devenait plus fort que la toile de contrôle tissée par Matthew. La confrontation a eu lieu lorsqu'il m'a coincé chez moi. Son masque est tombé entièrement quand il m'a lancé que je n'avais aucune idée de ce dont il était capable. Il ne savait pas que papa enregistrait depuis l'embrasure de la porte. La menace a été capturée, indiscutable. Ce soir-là, mes parents se sont excusés en privé. Ils avaient été tellement terrifiés à l'idée de me perdre aussi qu'ils n'avaient rien vu venir. La guérison familiale pouvait enfin commencer. Les options de Matthew se réduisaient tandis que son lieu de travail recevait des appels inquiets concernant son comportement. Sa réputation professionnelle s'effondrait en même temps que son emprise personnelle. Claire a révélé le schéma complet lors d'une réunion de groupe de soutien. Matthew traquait les bénéficiaires de fonds fiduciaires, les menaçait pour obtenir ce qu'il voulait. Mais Sofia avait été la première à refuser de céder. Elle était morte pour me protéger. J'ai veillé à ce que Connor soit hébergé chez des proches pendant que l'enquête s'intensifiait. Protéger les plus vulnérables était devenu ma priorité. La famille élargie de Sofia, ses amis d'école et son équipe de natation ont formé autour de moi un réseau protecteur.
Les tentatives de Mathieu pour recruter de nouveaux alliés ont échoué à mesure que sa réputation se répandait par les rumeurs de la communauté. Papa a vu de ses propres yeux la violence de Mathieu à peine contenue lorsqu'il a hurlé sur maman qu'elle avait tout gâché. Le masque avait totalement disparu. Même la conseillère scolaire a plaidé en ma faveur auprès du bureau des admissions universitaires après avoir consulté la chronologie. Le détective privé a découvert que Mathieu avait changé de nom de famille après la faillite de son père, cherchant à fuir le scandale familial. Son obsession pour la richesse venait de la chute de sa propre famille. Mon anniversaire approchait dans 48 heures. L'évaluation psychiatrique prévue par Mathieu tombait exactement au moment où j'obtenais l'accès à mon fonds fiduciaire. La course finale était lancée. Notre médecin de famille a examiné mon dossier et a déclaré que les recommandations thérapeutiques de Mathieu étaient inappropriées, voire dangereuses. L'enjeu allait bien au-delà de la justice pour Sophia. Stopper Mathieu signifiait empêcher d'autres victimes. Lors d'une rencontre fortuite dans un magasin, j'ai su garder mon calme face à ces provocations. Ma maîtrise de moi et ma sérénité visible l'ont frustré davantage. Même la thérapeute a exprimé ses inquiétudes après qu'une collègue lui a parlé du conflit d'intérêts évident. L'éthique professionnelle entrait enfin en jeu. La vérité s'est répandue naturellement dans la communauté au fur et à mesure que les preuves circulaient. Mathieu devenait persona non grata dans ses lieux habituels. Les conséquences sociales s'accumulaient plus vite que les conséquences juridiques. J'ai obtenu des déclarations notariées de plusieurs témoins, posant les bases légales pour la suite. Mathieu a riposté en déposant une ordonnance restrictive, en joignant des messages sortis de leur contexte pour me faire passer pour l'agresseur. Le juge examina les preuves et rejeta la requête de Mathieu. Ces mots résonnèrent dans la salle d'audience, il s'agissait de réponses raisonnables à un comportement préoccupant. Le système judiciaire voyait enfin clair dans sa manipulation. Mathieu perdit son emploi après que les RH eurent enquêté sur plusieurs plaintes pour comportement agressif. Les conséquences s'accumulaient de plus en plus vite. Ma famille entama une thérapie avec un nouveau conseiller spécialisé en traumatisme et en manipulation. La véritable guérison pouvait enfin commencer. Une amie d'université de Sophia arriva avec des informations cruciales. Elle avait reçu un appel la veille du voyage en camping. Sophia enregistrait tout sur son téléphone. L'amie avait conservé les messages vocaux, trop effrayée pour les révéler jusqu'à maintenant. Un schéma clair émergea. Mathieu avait étudié le droit des fonds fiduciaires, identifié des cibles vulnérables, mais avait sous-estimé le soutien dont Sophia bénéficiait. Son comportement prédateur venait enfin de trouver une limite. La mère de Mathieu fournit la pièce finale du puzzle. Elle admit qu'il était obsédé par la richesse depuis la faillite de son père. Son regret était palpable lorsqu'elle confia qu'elle aurait dû remarquer les signaux d'alarme. Un rassemblement organisé chez la famille de Sophia permit à des témoins de partager leurs expériences. La vérité devint indéniable au fur et à mesure que les témoignages s'enchaînaient. Le dossier de preuves compilé collectivement retraçait une chronologie complète des tromperies de Mathieu. Connor révéla que le téléphone de Sophia avait enregistré, depuis sa poche, leur dernière dispute. L'audio capturait les menaces de Mathieu, bien qu'il n'y ait pas de vidéo. Sa voix, en revanche, était parfaitement claire. Ses intentions étaient indéniables. Les deux familles et les responsables communautaires me soutinrent. L'isolement de Mathieu était total. Son accusation désespérée selon laquelle je l'aurais poussé et qu'il tentait de protéger tout le monde s'effondra immédiatement. Les images de vidéosurveillance prouvaient que j'étais endormi dans ma tente au moment de la mort de Sophia. Certains membres de la communauté doutèrent brièvement, se demandant s'il y avait plus dans cette histoire. Je dus me défendre sans le soutien immédiat de mes parents, encore sous le choc des accusations délirantes de Mathieu. Debout, seul, je décidai de présenter toutes les preuves lors d'une réunion publique, plutôt que de me cacher derrière des avocats ou mes parents. La cascade de vérité commença lorsque les autres cibles de Mathieu se sentirent en sécurité pour témoigner à leur tour. Chaque histoire renforçait le schéma de prédation. La réunion d'urgence organisée dans l'auditorium du lycée rassembla tout le monde. Mathieu arriva avec ses parents, acculés, sans échappatoire. L'auditorium se remplit rapidement de membres inquiets de la communauté. Je me tenais à l'avant avec Emma à mes côtés, triant les dossiers de preuves que nous avions préparés. Mathieu entra avec ses parents, son assurance habituelle remplacée par quelque chose de plus sombre. Sa mère n'osait croiser le regard de personne. Je commençai à présenter la chronologie méthodiquement. La vidéo de la sonnette fut projetée sur l'écran. Le visage terrifié de Sophia à la fenêtre provoqua des exclamations dans la salle. Mathieu se leva d'un bond, renversant sa chaise. Il se rua vers l'ordinateur qui contrôlait la présentation, mais plusieurs pairs de l'équipe de natation lui bloquèrent le passage. Ces interruptions devinrent de plus en plus frénétiques tandis que je poursuivais. Chaque élément de preuve faisait tomber un PAN de son image soigneusement construite. Quand je diffusai l'audio enregistré par Sophia, sa voix proférant des menaces à propos de mon fonds fiduciaire, la salle plongea dans un silence total. Sa dernière tentative de contrôle fut dictée par le désespoir. Il se mit à hurler au sujet de prêteurs véreux, des dettes laissées par son père après la faillite. Il prétendait vouloir simplement emprunter l'argent temporairement, accusant Sophia d'avoir réagi de manière excessive. Sa mère se leva enfin,
la voix tremblante mais ferme. Elle confirma que son problème de jeu remontait au lycée. Elle avait couvert ses erreurs, espérant qu'il changerait. La réaction de la communauté fut immédiate et unanime. Le père de Sophia se leva le premier, suivi de dizaines d'autres. Ils formèrent un mur entre Matthew et moi. Quelqu'un avait déjà appelé l'entreprise de sécurité privée qui patrouillait dans notre quartier. Elle arriva en quelques minutes. Face à la détermination collective de la communauté, Matthew accepta de partir définitivement. Les ordonnances de protection déposées par plusieurs familles créèrent une barrière légale sur plusieurs comtés. Sa mère promit de veiller à ce qu'il entre dans un programme de traitement dans un autre État. Elle s'engagea également à créer un fonds destiné aux autres victimes de manipulation financière. Connor s'approcha de moi alors que Matthew était escorté dehors. Il sortit de sa poche le véritable bracelet d'amitié de Sophia, celui qu'elle avait confié à sa garde pour plus de sécurité. Les fils roses, violets et bleus étaient délavés mais intacts. Il m'expliqua qu'elle l'avait échangé contre un double avant le voyage en camping, sachant que Matthew pourrait tenter de s'en servir contre moi d'une manière ou d'une autre. Mon 18e anniversaire arriva 2 jours plus tard. Le fonds fiduciaire devint accessible sans interférence. Le directeur de la banque, au courant de la situation, accéléra le traitement des documents. Je lançai immédiatement le processus de création de la bourse commémorative au nom de Sophia. Le comité de sélection se forma naturellement parmi ceux qui m'avaient soutenu. Emma devint coprésidente, apportant ses compétences d'organisation pour honorer la mémoire de notre amie. Nous nous concentrâmes sur l'aide aux jeunes femmes intéressées par la natation de compétition et l'éducation à la sécurité aquatique. Les autres victimes de Matthew commencèrent à nous contacter grâce au réseau que nous avions établi. 3 autres jeunes femmes partagèrent des expériences similaires de manipulation financière et d'isolement. Nous créâmes un groupe de soutien privé, partageant ressources et reconnaissances mutuelles. La réponse de la communauté alla au-delà de l'exclusion de Matthew. Des voisins auparavant distants prirent désormais régulièrement de nos nouvelles. L'isolement qu'il avait construit autour de moi s'effondra à mesure que des liens sincères se reformaient. Mes parents rejoignirent un groupe de soutien pour les familles touchées par des relations manipulatrices. Mon admission à l'université fut rétablie après que le bureau des admissions eut examiné les preuves de l'interférence de Matthew. L'université offrit des services de soutien supplémentaires et me mit en contact avec des ressources pour les survivants d'abus psychologiques. Le doyen m'appela personnellement pour s'assurer que je me sentais en sécurité à l'idée de reprendre mes études. 6 mois passèrent avant que je me sente prêt à visiter le lac où le bracelet de Sophia avait été placé. Emma m'accompagna, ainsi que Connor et sa mère. Nous organisâmes une véritable cérémonie commémorative, jetant des fleurs dans l'eau en partageant nos souvenirs préférés. Connor révéla que Sophia lui avait appris des techniques de sécurité aquatique cet été-là. Comme si elle avait su qu'il aurait besoin d'être fort. L'enquête sur la mort de Sophia restait officiellement ouverte. Sans aveu de Matthew, une justice pénale semblait peu probable. Mais la justice communautaire que nous avions obtenue semblait bien plus complète. Il ne pourrait plus faire de mal à personne, et son schéma de prédation avait été exposé et documenté. J'utilisai une partie du fonds fiduciaire pour engager un expert comptable judiciaire qui découvrit que Matthew avait ciblé 2 autres bénéficiaires de fonds fiduciaires dans des villes voisines avant de me rencontrer. L'information fut partagée avec ces communautés, créant un réseau de vigilance encore plus large. La transformation de mes parents fut lente mais sincère. Ils assistèrent à chaque séance de thérapie, lurent des livres sur les tactiques de manipulation et reconstruisirent peu à peu la confiance. Papa avait installé de nouvelles serrures et des caméras de sécurité, non par paranoïa, mais comme un geste de protection qu'il aurait voulu m'offrir plus tôt. La thérapeute qui avait rejeté mes inquiétudes fut soumise à une évaluation professionnelle après que plusieurs familles aient déposé des plaintes. Elle ignorait que la mère de Matthew avait un lien avec son cabinet, mais son incapacité à reconnaître les tactiques de manipulation souleva de sérieuses questions sur sa compétence. Lors du premier anniversaire de la mort de Sophia, la bourse commémorative attribua ses premiers prix. 3 jeunes nageuses reçurent un financement complet pour participer à des stages d'entraînement et préparer leur entrée à l'université. Leur joie semblait être le plus bel hommage à l'esprit protecteur de Sophia. La famille de Matthew tint ses promesses. Sa mère envoya des rapports trimestriels sur les progrès de son traitement et sur la croissance du fonds destiné aux victimes. Elle ne tenta jamais de l'excuser, mais s'efforça de fournir des ressources à d'autres personnes piégées dans des situations similaires. La piscine où Sophia et moi nous entraînions devint un lieu de rassemblement pour la guérison. Les parents autrefois trompés par Matthew trouvèrent un terrain d'entente avec leurs enfants. L'expérience partagée de la manipulation créa des liens inattendus dans toute la communauté. Je repris moi-même la natation, une activité que Matthew avait découragée. L'eau me reliait à Sophia. Pendant les longueurs du matin, j'avais l'impression d'entendre sa voix compter les mouvements à mes côtés. L'équipe de natation m'accueillit à bras ouverts, sans poser de questions, offrant un soutien silencieux par leur simple présence. Emma et moi avons lancé un programme de sensibilisation dans les lycées locaux sur la manipulation financière et les relations de contrôle. Nous restions simples et personnels, partageant notre histoire pour aider les autres à reconnaître les signes d'alerte. La réponse nous submergea, de nombreux élèves vinrent nous parler de leurs propres inquiétudes. Connor grandit dans son rôle de gardien de la mémoire de Sophia.
Il lança un programme de sécurité aquatique pour les plus jeunes, leur enseignant les compétences que sa sœur lui avait transmises. Sa force dans le deuil inspira tous ceux qui le virent transformer sa douleur en mission. Le fonds fiduciaire, autrefois source de convoitise, devint un outil de protection. Au-delà de la bourse, je finançais des consultations juridiques pour les victimes de manipulation et soutins le développement de ressources éducatives. L'argent que Matthew avait tant désiré était désormais utilisé contre tout ce qui le représentait. Mon retour à la normale se mesurait en petites victoires, dormir toute la nuit, rire sans culpabilité, faire confiance à de nouvelles personnes tout en maintenant des limites saines. Chaque étape marquait un éloignement de l'influence de Matthew et un rapprochement de la personne que Sophia savait que je pouvais devenir. La vigilance de la communauté ne faiblit jamais. Lorsqu'une nouvelle famille emménagea dans l'ancienne maison de Matthew, les voisins partagèrent notre histoire comme une mise en garde. Le réseau que nous avions construit pour l'exposer devint un système de soutien pour protéger les membres vulnérables. Je gardais le bracelet d'amitié de Sophia dans une boîte spéciale à côté de mon lit. Parfois, je le portais les jours difficiles, ressentant sa force à travers les fils décolorés. Connor avait eu raison de me le rendre quand justice fut rendue, pas la justice légale, mais celle que Sophia aurait appréciée. La documentation finale révélant le schéma de Matthew montra qu'il avait étudié plus d'une douzaine de cibles potentielles avant de se concentrer sur moi. Cette planification méticuleuse témoignait d'un comportement véritablement prédateur. Ces preuves furent partagées avec les forces de l'ordre dans plusieurs juridictions, créant une trace écrite qui le suivrait partout où il irait. Un an plus tard, je me tenais à la tribune lors de la cérémonie de la bourse commémorative de Sophia. L'auditorium était rempli de familles qui avaient appris à voir la vérité, d'amis qui n'avaient jamais cessé de croire, et de proches de Sophia qui avaient trouvé justice grâce au courage collectif de la communauté. Matthew restait en exil, surveillé par le réseau de ses victimes. Le fonds fiduciaire qu'il convoitait tant servait désormais à empêcher les prédateurs de s'en prendre à des adolescents en deuil. À travers l'épreuve, j'avais gagné en sagesse. À travers l'adversité, les liens avaient été prouvés sincères. Enfin libre de faire mon deuil comme il se devait, je construisais la vie que Sophia et moi avions rêvée ensemble.